Bonjour à tous. Moi, l'entrée que je vais vous présenter, c'est l'entrée responsabilité sociétale des entreprises que j'ai coécrit avec Guillaume Carbou. Donc cette entrée, elle est à un niveau plus englobant finalement, et ça fait bien le lien avec les entrées biodiversité et compensation qui ont été présentées juste avant. Puisque la responsabilité sociétale des entreprises, c'est l'intégration volontaire des préoccupations sociales et écologiques dans les activités commerciales et économiques des entreprises. Donc, ce qui est important dans cette définition, qui est une définition assez institutionnalisée dans le monde des organisations, c'est que ça intègre tout ce qui est volontaire, donc tout ce qui, par définition, du coup, n'est pas imposé par la loi. Donc dans ce cadre-là, qu'est-ce qu'on intègre dans la RSE? Ça va être les chartes, ça va être les codes de bonne conduite, la diffusion d'informations, volontaires, sur le plan social ou environnemental. Les pratiques de compensation dont on a parlé, tout à l'heure, des accords cadres, toutes les activités de mécénat, de fondation, enfin tout ce que font les entreprises finalement et qui relève de leur propre volonté et qui s'applique dans le champ social ou environnemental. Or, finalement, en quelques mots, la responsabilité sociale des entreprises, ça donne le sentiment que les entreprises vont prendre au sérieux, les préoccupations sociales, et écologiques, et donc on va le voir dans tous les discours, qu'on peut entendre sur ces questions-là. Et pour autant, quand on parle de RSE, on peut parler aussi de 70 ans d'échec finalement. Le même échec, que l'on peut, constater au niveau du développement durable, parce que le concept de développement durable, c'est un concept plutôt économique, et la RSE, ça va être l'application, dans le contexte des organisations du concept de développement durable. Donc 70 ans d'échec parce que le concept de RSE est né dans les années 1950 par, un chercheur, américain, en sciences de gestion qui s'appelle Bowen, et depuis 1950, alors, le concept de RSE a eu un écho important puisque maintenant on parle souvent des pratiques RSE des entreprises dans l'espace médiatique. Si on regarde dans toutes les grandes entreprises aujourd'hui, il y a un pôle RSE. Même dans les entreprises de moyenne taille aujourd'hui, il y a également des pôles RSE qui sont en train de se développer, et si on regarde d'ailleurs les recherches d'emploi, sur le plan organisationnel, on voit qu'il y a de plus en plus, d'emplois dans ce domaine. C'est vraiment, le domaine d'avenir, ce qui fait un petit peu peur vu, qu'on est quand même sur 70 ans d'échecs. Pourtant, donc malgré toutes les démarches qu'ont mis en place les entreprises, on voit bien que les émissions de gaz à effet de serre n'ont pas diminué et que les atteintes aux droits humains sont, tristement toujours d'actualité. Donc la question qu'on se pose dans cette entrée, c'est pourquoi le développement de la RSE n'a pas permis un changement réel de pratique? Donc on a proposé 2 réponses, même si bien évidemment, il y a plusieurs réponses qui peuvent être proposées, mais on a essayé de proposer 2 réponses assez englobantes. La première, c'est l'impuissance des entreprises, qui sont aujourd'hui soumises à des impératifs de rentabilité économique et financière à court terme. Ce qui fait que, on peut s'imaginer que même dans le meilleur des mondes, dans notre système économique, admettons qu'il y aurait des acteurs qui auraient envie de changer les choses dans les organisations, finalement, ils sont un petit peu pieds et mains liés, au système dans lequel ils sont, puisque les entreprises aujourd'hui qui ne sont pas rentables sur le plan économique et financier, disparaissent. Donc du coup, ça génère ce qu'on appelle des tensions paradoxales à l'intérieur des entreprises, puisque même s'il y aurait des dirigeants qui auraient, certaines convictions, qui auraient envie de faire des choses sur le plan social et environnemental, et il y en a peut-être dans la salle, en même temps, ils sont obligés, de remplir, des objectifs économiques et financiers, ce qui fait que, comme souvent, les objectifs économiques et financiers sont en opposition avec, la mise en place d'actions sociales et environnementales qui seraient, à la hauteur des enjeux. Du coup, ils laissent de côté ces actions-là et ils poursuivent uniquement les objectifs économiques et financiers. Ou alors, ils mettent en place des actions sociales et environnementales, comme la compensation par exemple, qui sont compatibles avec la poursuite, d'objectifs économiques et financiers, ce qui pose des problèmes puisque bien évidemment ces actions-là ne sont pas suffisantes au vu des enjeux, auxquels nous devons faire face. Alors ça, c'est valable pour les grandes et les moyennes entreprises. Si on parle que sur les grandes entreprises, en plus, les grandes entreprises ont la pression des actionnaires, puisqu'aujourd'hui, les acteurs qui dirigent les grandes entreprises, ce sont bien les actionnaires, puisque ce sont eux qui ont le pouvoir de
désigner le dirigeant et de le limoger à tout moment, puisque c'est comme ça que ça se passe. Et aujourd'hui, malgré les discours qu'on pourrait entendre dans l'espace médiatique économique, les actionnaires, certes, intègrent de plus en plus ces questions sociales et environnementales, mais pas parce qu'ils se soucient de la planète, uniquement dans un souci de maîtrise des risques. Parce qu'aujourd'hui, un Rana Plaza, une marée noire, bah ouais, sur le plan de la réputation, ça pose certains problèmes et donc ça entraîne une baisse du cours de bourse. Donc, avec ces questions de maîtrise des risques, on a l'impression que les actionnaires prennent en compte ces questions sociales et environnementales, alors que là aussi, bien évidemment, cette prise en compte est largement limitée par rapport à des objectifs économiques et financiers qui sont largement prépondérants. Par rapport à ça, un petit exemple, alors même si Danone est loin d'être l'entreprise la plus soucieuse des enjeux sociaux et environnementaux, force est de constater qu'aujourd'hui, sur le plan des entreprises françaises cotées, c'est cette entreprise-là qui est la plus soucieuse de ces enjeux-là malgré tout. Et Emmanuel Faber, en 2019, alors sans rentrer dans le détail de l'histoire, mais a engagé Danone sur des objectifs forts sur le plan social et environnemental. Quelques mois après qu'Emmanuel Faber ait engagé Danone dans cette direction-là, on est bien d'accord hein, sur des enjeux bien en dessous de ce qu'il faudrait faire, mais n'empêche que bien plus que ce que font les autres. Et quelques mois après, un fonds activiste est arrivé dans le capital financier de Danone, et 3 mois après, Emmanuel Faber a été limogé. Alors, l'histoire est plus compliquée que ça, c'est le fonds activiste, on peut pas lier directement l'arrivée du fonds activiste, le fait qu'Emmanuel Faber ait eu des convictions sociales et environnementales et le fait qu'il ait été limogé. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que s'il y avait d'autres entreprises qui auraient eu envie de suivre Danone dans cette direction-là, le fait que Faber soit fait limoger 3 mois après, ben, clairement, ça freine toute envie du côté du marché financier. Les acteurs privés, par ailleurs, sont nombreux, toujours pareil, dans l'espace médiatique, à dire que le problème, c'est qu'ils ne peuvent rien faire parce que c'est aux États, c'est au gouvernement à s'engager pour changer le système économique et pour leur permettre d'agir. Alors là, bien évidemment, quand les acteurs privés, notamment les grandes entreprises, sont dans ces discours-là, on sait très bien que on est dans la malhonnêteté, on peut dire ça comme ça, puisque les grandes entreprises sont quand même à la tête d'un lobbying important qui font que justement elles agissent pour que les gouvernements ne les restreignent pas plus et donc elles gardent justement cette action volontaire qui fait que forcément elles agissent pas plus loin que les objectifs économiques et financiers qu'elles se sont fixés. Au-delà de cette première réponse sur l'impuissance, la deuxième réponse, après, c'est le greenwashing à proprement parler, la première définition du greenwashing, où finalement, même les acteurs privés, aujourd'hui, ce qui les intéresse, c'est des objectifs économiques et financiers, gagner de l'argent à court terme. Et donc, elles s'engagent dans des actions pour faire croire que, finalement, elles prennent en compte les questions sociales et environnementales, donc à travers la compensation, à travers la croissance verte, à travers les technologies qui sont censées sauver la planète malgré les limites qu'elles entraînent, le principe de labellisation aussi. Et il y a des études qui montrent notamment que les entreprises qui communiquent le plus sur les questions sociales et environnementales, ce sont elles finalement qui en font le moins sur le plan social et environnemental, donc une communication particulièrement farfelue sur ces questions-là. Donc pour conclure, il serait quand même malhonnête pour le coup de notre part de dire que la RSE c'est un échec complet comme le concept de développement durable. Ça serait sans doute malhonnête de dire que c'est un échec total parce que ça a permis en tout cas une certaine visibilité du discours des entreprises et ça permet aux acteurs, aux scientifiques ici, aux acteurs, aux ONG, aux militants de se saisir des discours des entreprises, de montrer les contradictions dans ces discours et donc de s'appuyer sur ces contradictions pour porter un discours plus militant. Donc ça aura au moins eu cet intérêt-là. Et aujourd'hui, quelle serait du coup véritablement une entreprise responsable ? C'est une entreprise qui prendrait soin de réfléchir sur ces questions-là et de dire qu'aujourd'hui, de toute façon, il va falloir fermer certains secteurs d'activité. La fermeture, elle sera voulue, elle sera anticipée ou elle sera forcée. Mais si les entreprises
attendent trop, et là pour le coup on est un petit peu au pied du mur. Le problème de la redirection ou de la fermeture forcée, c'est que on va être forcément sur une crise au-delà de la crise climatique, on sera sur une crise sociale particulièrement forte, puisque les salariés seront toujours les premières victimes de la fermeture subite des entreprises. Donc aujourd'hui, et en prenant appui sur certains auteurs qui parlent de redirection écologique, l'idée c'est de rediriger les secteurs d'activité pour permettre de sauvegarder un maximum d'emplois, mais des emplois qui seraient utiles à la préservation de la vie sur Terre et qui seraient compatibles avec le système Terre. Alors c'est pas farfelu comme idée, parce que des redirections, il y en a eu depuis la nuit des temps. Avant, on avait des industries textiles en France, on n'en a plus. Il y avait des forgerons, il y avait tout un tas de métiers manuels qui n'existent quasiment plus. Il y avait des caissières, ben, là aussi, il y a une redirection puisqu'elles sont remplacées par des machines. Donc en fait, cette redirection, on la connaît déjà. On parle juste maintenant d'opérer une redirection écologique. Et donc c'est sur ce plan-là que l'on conclut cette entrée. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention qui était très intéressante. J'avais une remarque peut-être et une question à vous poser. D'abord la remarque, si vous permettez, je trouve que l'intérêt de la RSE, outre celui d'avoir replacé la question de l'écologie sur le devant de la scène, c'est qu'en certaines circonstances, le fait pour les entreprises de prendre des engagements publiquement permet derrière de les faire assumer plus facilement leurs responsabilités. C'est notamment ce qui s'est passé à propos de l'Erika avec Total. Moi, pour le coup, je m'y intéresse beaucoup dans le cadre de ma thèse qui est sur le droit pénal et sur la conformité en entreprise, justement. Et la question que je veux poser, du coup, c'est est-ce que vous pensez que c'est la conséquence de ces 70 ans d'échecs qui ont conduit à adopter en 2017 une loi comme celle sur le devoir de vigilance? Alors oui, c'est totalement en lien avec ce que vous avez dit, c'est-à-dire que la loi sur le devoir de vigilance, c'est majoritairement les ONG qui l'ont portée, notamment les Amis de la Terre, et qui se sont appuyés sur l'échec effectivement de la RSE, sur toutes les pratiques qui s'apparentent à du greenwashing, qui sont appuyées complètement là-dessus sur leur argumentaire pour qu'une loi comme ça puisse être passée. Et par rapport à votre commentaire, moi j'ai travaillé sur les accords cadres internationaux, qui sont des accords signés avec les fédérations syndicales internationales pour garantir les droits humains partout dans le monde, partout où les entreprises sont implantées. Et là, typiquement, on est là-dessus, c'est-à-dire que là, les entreprises, au contraire, comme clairement, elles ne respectent pas les droits humains dans les autres pays, elles communiquent pas du coup. Elles communiquent pas sur les accords qu'elles signent parce que justement ça les engage auprès des ONG et auprès des acteurs qui militent pour garantir les droits humains. Et donc elles signent ces accords parce qu'elles sont plus ou moins forcées, mais elles n'en parlent pas pour éviter justement d'avoir affaire de devoir rendre des comptes finalement par rapport aux accords qu'elles ont signés. Donc tout à fait. Pas d'autres questions? C'est plutôt de remarques, c'est que j'ai passé toute ma carrière dans l'université et j'ai remarqué qu'à l'intérieur de l'université, il n'y avait aucune responsabilité sociale et environnementale. Or, ça représente un certain nombre de personnels et je pense qu'il devrait y avoir aussi de responsabilité sociale des administrations parce que ça représente un énorme paquet de monde. Le ministère de l'Éducation nationale ne fait rien par rapport à ce genre de choses et il me semble que les situations les plus graves que j'ai vues dans ma carrière, c'est à l'intérieur de l'université où j'ai vu le décalage entre des laboratoires où il y a des enseignants-chercheurs comme ceux qui participent à l'atelier d'écologie politique et une administration totalement obtuse et fermée à toute question sur les économies d'énergie, sur les modes de déplacement et sur une responsabilité par rapport. Donc, il ne faut pas taper que sur les universités, enfin que sur les entreprises. Il y a, d'après moi, une responsabilité qui est plus large et qui concerne l'administration
et tout un tas d'autorités locales. Moi, je pense que cette salle, c'est lamentable d'avoir un éclairage comme ça alors qu'il fait beau dehors et d'avoir une surconsommation énergétique dans des espaces publics, c'est-à-dire qu'il y a des administrations qui n'ont aucune responsabilité sociale et environnementale, et c'est pas que les entreprises qui sont coupables. Oui, après je pense que tout le monde en tant que chercheur pourrait répondre sur cette question-là. Bien évidemment, les organisations publiques comme les universités ont leur part aussi à faire. Et il y a eu sans doute des avancées, il reste beaucoup de choses à faire. Après, quand on parle des organisations privées, et notamment des entreprises cotées, on est quand même au-delà des dépenses d'énergie. On est vraiment sur des questions bien plus importantes et de lobbying que les organisations publiques font beaucoup moins. À l'université, il va y avoir de l'inaction. Il va y avoir quand même beaucoup moins de lobbying pour une inaction globale sur le plan mondial. C'est juste pour répondre à votre intervention, pour dire que dans les universités, il y avait de la RSE, hein, c'est ce qu'on a appelé dans les années 2000 les plans verts, qui comportaient à la fois de développement durable et la RSE. Et ça consistait, donc c'est juste un témoignage, hein, mais pour m'être occupé de ce genre de choses pendant quelques années, à remplir avec des autonotations un fichier Excel immonde, voilà, et qui permettait éventuellement d'avoir un label. C'était à peu près ça. Mais ça existait, c'était vachement bien. Il y en a une autre ? Bonsoir, je vais essayer d'être plus clair que ma question précédente. Je trouve qu'il y a quand même vous avez très très bien décrit le fonctionnement auquel je souscris complètement, qui se passe au sein des entreprises. Je trouve qu'il y a quand même du coup quelque chose d'assez structurel duquel on a un peu de mal à voir comment on peut s'en sortir, puisque ce qu'on comprend, c'est que on peut essayer de mettre en place des actions responsables écologiquement dès lors que tout va bien d'un point de vue économique. Et donc ça veut dire quand je suis petit, tant que ma structure elle est à l'équilibre, ça va, mais donc c'est un peu un coup de bol si j'y arrive. Et puis le jour où ça va mal, on met ça à la trappe parce que sinon la boîte elle disparaît. Après, quand on est plus gros, on a les actionnaires qui ont des impératifs de rentabilité. Comme vous le dites, ils ont droit de vie ou de mort sur le dirigeant, enfin en tout cas de vie ou de mort, en tout cas de son siège, pas exactement de vie ou de mort. S'il n'atteint pas les X% de rentabilité qui vont bien, il passe à la porte. Et donc là, c'est pareil, c'est juste que le seuil il est plus haut, c'est pas l'équilibre, mais ça va être X% de rentabilité. Et donc du coup, le seul cas où ça pourrait arriver, c'est une entreprise très florissante avec un patron qui posséderait toute l'entreprise lui-même, donc sans actionnaire, et qui serait bienveillant par nature et qui voudrait faire ça. J'ai l'impression que ça n'existe pas beaucoup et que c'est comme de toute façon un cas minoritaire dans la structure des entreprises. Et du coup, on a un peu l'impression quand même que tant qu'on est dans ce système-là, à la fois concurrentiel et d'économie de marché capitaliste, on ne peut pas vraiment sortir du sujet. Quand bien même on aurait des managers et des dirigeants qui seraient plein de bonnes intentions, vous avez cité un ou deux exemples, et de toute façon on n'y arriverait pas. Et si on y arrive, c'est de toute façon un pis-aller, puisque comme on parlait de Emmanuel Faber tout à l'heure, quand bien même on arrive à mettre en place quelque chose, c'est toujours un petit truc qui a juste rien à voir, qui est d'ordre 3 ou 4 par rapport à ce qu'il faudrait faire pour arriver à diminuer nos émissions, etc. Voilà. Oui, vous avez très bien résumé la situation. Effectivement, le problème de l'impuissance qui se pose, c'est que c'est le système économique dans lequel on est, ultra concurrentiel et sur une économie de marché qui fait que tant qu'on ne change pas de système et tant qu'on ne change pas la matrice, finalement, ça va être très compliqué de raisonner autrement. Tant que c'est les objectifs économiques et financiers qui priment, on ne peut pas s'en sortir. Clairement. Après, il y a une entrée croissance verte dans l'ouvrage, donc ça fait écho à l'idée de croissance verte que certains défendent, mais pour autant qui reste un mythe encore aujourd'hui. Et si je peux rajouter un élément qui va dans le qui rajoute
pas beaucoup d'optimisme, c'est que non seulement effectivement les bonnes intentions sociales et environnementales s'envolent dès que les entreprises sont en difficulté, mais au niveau des entreprises cotées ou avec les actionnaires, on cite dans le chapitre une étude qui a été menée par des auteurs de HEC à Paris et qui montre que les entreprises sont ciblées par les fonds activistes dès lors qu'elles communiquent sur des actions RSE, parce que les fonds activistes interprètent ça comme un signal comme quoi il y a plus d'argent à faire finalement que ce qui est fait aujourd'hui, puisqu'il y a de l'argent qui est dépensé pour rien. Voilà, donc même sur les entreprises pas forcément en difficulté, la pression pour augmenter les marges de profit sont présentes. Oui, moi j'avais juste une autre question. Ouais. Il n'y avait pas des fonds activistes qui tendaient à faire, j'ai entendu parler de ça, des fonds activistes qui tendaient à faire exactement l'inverse? Si. Alors, il y a des fonds d'activistes en investissement socialement responsable qui effectivement agissent et qui sont de plus en plus importants, mais qui sont quand même encore minoritaires. Et même eux, quand ils y sont, c'est pas des anticapitalistes. Ils sont quand même dans un esprit croissance verte, etc. Donc oui, ils ont le mérite d'exister, mais ils sont encore minoritaires par rapport aux autres. Et ensuite, ce qui marche bien, alors plus aux États-Unis finalement qu'en France, c'est les individuels qui prennent une action chez Total, chez Danone, et qu'après qui vont à l'Assemblée générale pour poser des questions en Assemblée générale, et pour essayer de créer un petit peu de saboter l'Assemblée et d'amener des questions sur les questions écologiques et sociales, et même parfois de faire voter des résolutions. Et ça, pour le coup, aux États-Unis, ça marche un petit peu en tout cas, et en France, c'est en train de se développer. Oui, je voulais juste voir si on n'avait pas un petit peu justement une note d'espoir, si justement les salariés des entreprises, avec les jeunes embauchés qui sont de plus en plus conscients de ces enjeux écologiques, qui puissent se retourner vers le service RSE ou même prendre part et monter des collectifs et un petit peu pousser le service RSE à aller dans le bon sens. Est-ce que c'est pas des choses qu'on commence à voir un peu dans le paysage des entreprises françaises? Alors, ce qu'on voit, alors déjà, ça voudrait dire que tous les jeunes cadres ou étudiants qui vont dans ces entreprises-là soient formés à ces questions-là, ce qui est encore loin d'être le cas. Et en plus, les étudiants en général qui vont dans ces entreprises-là, c'est pas forcément ceux qui ont le plus d'appétence avec les questions écologiques et sociales. Après, il peut y en avoir. Et en général, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, quand leurs valeurs sont en contradiction finalement avec les valeurs de l'entreprise, ils partent. Ouais. Donc en fait, c'est très difficile et on a travaillé là-dessus de dire comment on sabote, entre guillemets, en interne l'entreprise. Finalement, c'est très compliqué parce que l'acteur critique préfère se mettre en marge plutôt que de lutter au quotidien. D'accord. Il n'y a pas de mouvement comme ça, par exemple, à Airbus Il y en a, et c'est encourageant. Enfin, il s'est passé plein de choses. Oui, il y en a. Après, est-ce qu'il y en a assez pour pouvoir espérer qu'en très peu d'années, ils soient assez forts pour changer les choses? Oui. Si c'est pas une question, c'est plutôt une remarque. Je rebondis sur les deux dernières contributions. En fait, je me pose une question là, suite au séminaire là, depuis cet après-midi. C'est-à-dire que le greenwashing, c'est bien quand même une manière pour le capitalisme industriel de s'adapter et de s'adapter notamment par exemple à la destruction de la biosphère et de s'adapter par exemple au réchauffement climatique pour continuer finalement exactement de la même manière. Et ça, c'est un point. Et deuxièmement, on l'a dit tout à l'heure, Guillaume a dit tout à l'heure que la pensée en silo, c'était vraiment un des éléments maîtres, un des modes opératoires, du greenwashing. Et finalement, dans les contributions qui sont très bonnes, depuis tout à l'heure, c'est absolument fondamental. J'ai l'impression qu'on retombe systématiquement dans la pensée en silo. Peut-être que c'est du fait de la spécialisation scientifique. Il faut si la pensée en silo, c'est penser en secteur,
secteur par secteur, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. La pensée scientifique, justement, c'est aussi se spécialiser sur un secteur. Et finalement, est-ce que c'est pas structurellement un point Godwin pour les scientifiques de sortir de cette pensée en silo, si on ne fait pas de transversalité, et si en tout cas on ne fait pas ce qui a été dit tout à l'heure. Enfin, je dis pas qu'il n'y a pas de transversalité qui est faite, au contraire, elle est là, d'ailleurs on est là, mais si on ne profite pas de toutes ces analyses pour finalement remettre fondamentalement en question le système capitaliste industriel systématiquement dans les interventions et se rendre compte qu'il n'est pas réformable et que dans ce système-là, rien n'est possible au niveau de certaines valeurs qui ont été largement soulignées aujourd'hui. Je veux dire, arbitrer le capitalisme industriel ou essayer dans les entreprises Enfin, la thèse du pompier pyromane, c'est quand même parle d'elle-même. Je veux dire, on ne peut pas demander aux pyromanes de devenir des pompiers, c'est impossible. Voilà, c'était juste une remarque. Oui, puis je pense que c'est largement ce qui se passe avec les différentes entrées. On essaye à chaque fois de remonter sur des logiques plus systémiques et de parler de régulation générale. Enfin voilà, c'est effectivement. Je ne me rappelais pas forcément de réponse, Marianne. Il y avait une dernière question peut-être ? Oui. Alors, je vais descendre d'un cran par rapport à l'intervention précédente, mais est-ce qu'on peut formuler quelque espoir du côté des sciences de gestion ? Je ne sais pas s'il y a des comptables à Techopole, vous êtes comptable ? Donc il y a des comptables ou des spécialistes des sciences de gestion qui proposent d'introduire dans l'entreprise une comptabilité sociale et environnementale. Enfin bon, moi j'ai retenu un nom, une référence, c'est Jacques Richard qui promeut quelque chose. Donc à côté de la valorisation du capital financier, on valorise aussi le capital naturel et le capital humain. Alors bon, on ne va pas entrer dans les détails des modalités, mais bon, est-ce que ça c'est finalement opérationnel ? Est-ce qu'on peut y mettre quelque espoir ou est-ce que c'est du greenwashing ? De la même manière que dans la comptabilité publique, on dit, au lieu de demander aux administrations d'équilibrer leur budget en termes de finances, on leur demande d'équilibrer leur budget en termes d'émissions de CO2, par exemple, enfin de carbone. Est-ce que, du côté de ces outils de gestion, on peut nourrir quelque espoir si on arrive à les imposer ? Évidemment, il faut que ça devienne des normes. Alors c'est une bonne question et c'est vrai que le modèle, c'est le modèle CARE de Rambaud et Richard qui propose au-delà du capital financier d'intégrer le capital naturel et humain au sein des bilans comptables pour prendre en compte ces questions-là. Alors on va dire que en fait ça dépend, donc là c'est filmé, mais ça dépend à qui on s'adresse. C'est-à-dire que auprès d'un certain public, ça peut être un espoir parce que c'est tout simplement dire que le modèle comptable actuel, de toute façon, il est complètement has-been, il ne mesure rien, à part les seules choses que les actionnaires veulent mesurer. Donc il est complètement has-been et que tout repose là-dessus, c'est délirant. Le principe est là. Donc le modèle de Rambaud et Richard est bien sur ce plan-là parce qu'il permet de prendre conscience de ça. Le gros inconvénient, et donc du coup là je m'adresse au public à Techopole, le gros inconvénient de ça, c'est qu'on rentre complètement dans les questions de mettre des chiffres en face du capital naturel et humain, on rentre dans la marchandisation et donc on rentre dans ce qu'on a parlé tout à l'heure avec la compensation, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on voit très rapidement comment les entreprises peuvent récupérer ce modèle comptable-là sans que ça change foncièrement les choses. Mais malgré tout, c'est quand même une bonne initiative qui a le mérite d'exister, en tout cas qui a le mérite d'être discutée et de faire discuter. Après, sur les dérives, on les voit aussi très très rapidement.